Si vous demandez à ChatGPT la recette de la tarte aux pommes, le coût énergétique pour qu'il vous donne la réponse va peut-être être le même que celui de votre four pour faire cuire votre tarte aux pommes. Vaut mieux aller sur Marmiton. Eh ben, vaut mieux aller sur Marmiton. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour le premier épisode de cette nouvelle série qu'on a décidé de lancer qui s'appelle Génération IA. L'objectif de Génération IA, c'est pour moi de réunir et d'avoir une discussion dans un cadre plutôt sympathique, pas du tout formel, pour qu'on puisse traiter des sujets de l'IA avec les gens qui l'utilisent, avec les gens qui la font, avec les gens qui sont au cœur du sujet. C'est pourquoi je vous ai réunis aujourd'hui. Écoutez, avant qu'on commence, je vais vous laisser chacun de vous se présenter. On va commencer évidemment en Eurofam par Barbara. Barbara, tu es à l'origine de la société qui s'appelle Devana. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et puis te présenter également ? Alors, donc, je suis Barbara Delacroix, je suis la CEO de Devana. Et pour expliquer ce qu'est Devana, c'est un logiciel qui permet de concevoir et manager des agents d'IA générative. Donc on est vraiment au cœur du sujet. Hein. Donc ce premier échange aujourd'hui va porter justement autour des LLM, donc au cœur de l'IA générative. Et puis au fil du temps, eh bien, on creusera différents sujets. Adèle, merci d'avoir accepté de nous rejoindre. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel rôle tu as chez Intel ? Alors je suis Adèle Chaibi, donc je suis ingénieur R&D Deep Learning chez Intel. Et donc je travaille essentiellement avec l'écosystème d'Intel pour faciliter l'utilisation et l'adoption de l'IA un peu partout. D'accord, super. Merci, bienvenue parmi nous. Alors on a un invité de choix aujourd'hui avec Bassem. Bassem, tu travailles pour Hugging Face. Alors Hugging Face, tous ceux qui aujourd'hui gravitent un petit peu autour de l'IA ou s'intéressent à l'IA générative connaissent Hugging Face. Je vais te laisser présenter Hugging Face et puis à un moment donné, on évoquera quand même finalement ce qui est en train de devenir Hugging Face, qui atteint une valorisation boursière absolument incroyable pour une société fondée au départ par des Français, si je ne dis pas de bêtises. Donc raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais chez Hugging Face ? D'abord, merci pour l'invitation. Je suis chez Hugging Face depuis 2 ans maintenant. Je suis directeur commercial de l'entreprise. Hugging Face est généralement connu pour toute la partie communautaire, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec la partie commerciale, justement. Hugging Face, c'est une plateforme qui est un peu la maison de la communauté de l'IA open source. C'est-à-dire que chaque chercheur dans le monde de l'IA, que l'on soit data scientist, que l'on soit chercheur universitaire, que l'on soit machine learning engineer, va pouvoir trouver sur Hugging Face un certain nombre d'éléments qui sont nécessaires à son travail. Et donc chacun pourra y trouver soit des papiers de recherche, soit des modèles d'IA, soit des jeux de données qui permettent d'entraîner les modèles d'IA. Et donc évidemment, quand on est membre de cette communauté, on a besoin de ces 3 éléments, c'est extrêmement important. Mais on a aussi besoin d'infrastructures pour faire fonctionner ces modèles d'IA. On rentrera peut-être un peu plus dans le détail tout à l'heure. Et donc c'est ce que fait Hugging Face. Généralement, on peut la considérer comme cette plateforme, comme la maison de la communauté open source IA. D'accord, alors donc c'est fantastique et j'adore quand tu parles d'infrastructure. On reviendra évidemment sur le sujet tout à l'heure. Et donc tout ça fait que aujourd'hui la société est valorisée plus de 4 milliards de dollars, c'est ça ? Alors en fait, les valorisations, c'est toujours une image instantanée à un moment T, et on verra de quoi est fait l'avenir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tout comme les 30 ou 40 dernières années ont été extrêmement importantes pour le monde du logiciel, les années, les décennies qui viennent sont importantes pour le monde de l'IA, tout comme nos métiers, des nouvelles technologies ont changé au tournant des années 90-2000 avec l'arrivée d'Internet, avec l'arrivée d'un certain nombre de technologies qui ont facilité les choses et facilité la démocratisation de ces technologies. Et bien de même, aujourd'hui, depuis 2023 en particulier, 2022-2023, on a aussi un tournant important qui fait que ces technologies-là, ces technologies liées au monde de l'intelligence artificielle, du machine learning, permettent de faire un certain nombre de tâches et d'automatiser un certain nombre de tâches de plus en plus importantes. Et donc, notre rôle à nous, en tout cas à Hugging Face, on aime à dire que notre mission, c'est de démocratiser l'IA, et plus particulièrement la démocratiser au travers des communautés open source. D'accord, donc il y a d'un côté la communauté, et puis d'un autre côté l'accompagnement, qui fait l'objet
de la partie plus commerciale. Tout à fait. On a, je disais tout à l'heure que c'était la maison de la communauté. Évidemment, puisque c'est la maison de la communauté, ça signifie que tout ce qui s'y trouve quasiment est mis à disposition gratuitement pour les membres de la communauté. À partir du moment où ça devient un usage plutôt dans une logique entreprise, eh bien, on a les mêmes fonctionnalités qui existent, mais dans un mode privé, et accessible uniquement pour les membres d'une entreprise, pour les clients d'une entreprise, les salariés d'une entreprise. Ça, c'est pour la partie fonctionnalité, produit, plateforme. Et puis également toute la dimension accompagnement, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, puisque dans le monde de l'IA aujourd'hui, il y a énormément de questions qui se posent, il y a des technologies nouvelles qui arrivent tous les jours, des modèles nouveaux, des jeux de données nouveaux, des librairies nouvelles, des façons de faire nouvelles. Et donc nous, on est plutôt bien positionnés, je pense, pour ne pas dire plus, et en toute humilité, je viens de me contredire dans la même phrase, mais en tout cas, on est plutôt bien positionnés pour éclairer les gens qui ne sont pas des experts de l'IA et les gens qui sont experts de l'IA de tout ce qui se fait de nouveau, à la fois en termes de modèles, de librairies, de technologies nouvelles, de jeux de données, de façon de procéder finalement pour construire les meilleures IA qui soient par rapport à des cas d'usage donné pour les entreprises. Donc on apporte aussi cette expertise à nos clients, qui soient des startups spécialisées dans l'IA ou que ce soit des grandes banques ou des grands acteurs des médias à l'échelle du monde évidemment. Ouais, je suis assez d'accord. C'est aussi là où on voit la véritable valeur à jouer et à ajouter. Je pense que c'est aussi ça qui emmène l'engouement autour de Hugging Face, c'est finalement de permettre d'une part démocratiser l'utilisation, mais aussi d'accélérer l'adoption, que ce soit au travers du téléchargement donc, des modèles en mode communautaire, que ce soit, et c'est là où l'ensemble des grandes entreprises ont emboîté le pas, en développant leur propre portail au sein de Hugging Face. Et typiquement, c'est ce que fait Dell, qui est en train de déployer son portail pour faciliter les déploiements, définir des modèles prêts à l'emploi ou des modèles déjà pensés, conçus avec l'infrastructure, l'architecture technique qui va derrière, puisque tu le soulignais tout à l'heure, il faut à un moment donné parler d'infrastructure. Et puis on boucle la boucle avec le service d'accompagnement que tes équipes sont capables d'apporter. Super, je pense qu'on a bien introduit chacun des participants et vos différentes sociétés. Donc le cœur du sujet aujourd'hui, c'est les LLM. Donc on va commencer par les définitions. Je pense que on est tous à peu près raccord pour dire qu'il s'est passé quelque chose fin 2022, début 2023 avec l'arrivée ou en tout cas l'accès au grand public de ChatGPT qui a finalement mis au regard de monsieur, madame, tout le monde l'IA générative. Je dis bien l'IA générative parce que finalement l'IA existe depuis des années, mais tout le monde a découvert l'IA générative. Il y a d'ailleurs beaucoup en ce moment d'utilisation un peu abusive du terme génératif. Des choses deviennent génératives d'un jour à l'autre. Et derrière une IA générative, il y a ce qu'on appelle les LLM. Alors qui veut se lancer sur la définition des LLM? Peut-être Bassem, et puis on fera réagir Barbara et Adèle derrière. Je pense qu'il y a un élément en particulier pour resituer un peu les LLM dans le contexte plus large. Quand une entreprise ou une organisation, quelle qu'elle soit, publique ou privée, ou une personne individuelle veut se lancer dans cette aventure de l'IA, je crois qu'il faut être conscient qu'il y a 4 éléments extrêmement importants pour que cette aventure se passe bien. Le premier, c'est avant les LLM, avant les infrastructures, avant les modèles, avant les données, c'est les compétences des hommes et des femmes qui font l'IA. Tout comme pour développer du logiciel, on a besoin d'ingénieurs qui développent le logiciel, et bien de même pour les IA, on a besoin de ces hommes et de ces femmes qu'on appelle en général machine learning engineers, ça peut aussi être des data scientists, ou des développeurs logiciels qui deviennent machine learning engineers, qui vont acquérir un certain nombre de compétences pour pouvoir faire avancer ce projet d'IA. Donc le skill set, comme disent les Américains dans un premier temps, vraiment les compétences des hommes et des femmes qui font l'IA, d'abord et avant tout. Ensuite, évidemment, les modèles, et là, on va rejoindre la question de la définition de qu'est-ce que c'est les LLM. Ensuite, les jeux de données, parce que souvent, les modèles tout seuls, comme ça, de manière un peu tout seuls, ils ne peuvent pas exister. En fait, les modèles sont entraînés sur des données, c'est ce qui fait que les modèles peuvent prévoir quelque chose et proposer, générer du contenu. Et puis l'infrastructure, on l'évoquait tout à l'heure, ce sont ces 4 éléments-là qui permettent à cette aventure de l'IA de pouvoir se faire et à ce voyage dans le monde de l'IA de se faire. Donc les hommes et les femmes qui la font, les modèles, les jeux de données et l'infrastructure. Et du coup, sur la question des modèles, et je pense que c'est là où on rentrera peut-être un peu plus dans le détail, quand on parle de LLM, on parle d'abord de modèles de langage,
c'est-à-dire des modèles qui permettent, sur la base d'un certain nombre de caractères, de mots, ou eh bien, de prévoir les mots qui vont venir juste après pour composer une phrase, pour composer un paragraphe, pour composer un texte plus ou moins long. C'est vraiment dans le mot LLM, en l'occurrence, la partie L, le deuxième L, donc celui des langages, qui est extrêmement important dans la définition que l'on peut donner. Barbara, quand on a préparé, on a beaucoup échangé, on a notamment parlé de ce qui t'a emmené à créer ton entreprise. Je pense qu'on est en plein cœur du sujet, finalement, de la recherche sur le langage, parce qu'avant de parler de LLM, avant de parler d'IA, la vraie problématique que tu avais, toi, à l'époque, est portée directement sur le langage. Exactement. Alors, on n'est plus dans la définition, mais pour... ce qui m'a intéressé, en fait, alors, donc, du coup, je ne suis pas data scientist ou, par définition, je n'ai pas fait d'études dans l'IA, donc par défaut, mais du coup, ce qui m'a amené vers l'IA, enfin en tout cas l'IA générative et le langage, c'était mon objectif, c'était de traiter des grandes bases de connaissances. Donc, je suis chercheuse, donc plutôt dans les sciences humaines et sociales, énormément de documentation. J'ai accompagné beaucoup de travaux universitaires qui ont les mêmes problématiques. Et donc, avant l'IA générative, quand on faisait une recherche sur une grande base de connaissances, du coup, c'était simplement un CTRL-F. Ce qui n'était pas très intéressant, puisque on peut pas vraiment... ça reste très basique. Et donc, quand en 2021, pour ma part, j'ai découvert l'IA générative, ce qui m'a beaucoup plu, c'est, tiens, si je lui donne... en fait, en gros, elle est capable de parler. En fait, on a quelque chose qui peut nous parler. Et à partir de là, ça a été, est-ce qu'on peut... alors, nous, on arrive à l'applicatif. Et je vais faire une petite boucle. Et du coup, à partir de là, est-ce qu'on peut utiliser en fait, cette nouvelle technologie pour qu'elle puisse en fait, m'aider à comprendre une base de connaissances et m'aider à aller plus vite. Donc là, on va dépasser en fait, ce qu'on a défini par le modèle de langage. Et pour ne pas prendre trop la parole, aujourd'hui, au final, ce que je remarque dans mon travail de tous les jours, c'est-à-dire d'accompagner les entreprises à utiliser Devana pour concevoir des agents d'IA générative, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire un agent d'IA générative, et on va y venir, et donc ils confondent l'application avec le modèle. Donc du coup, quand on parle d'IA générative à la plupart des personnes, même si ça nous fait mal au cœur souvent, ils vont dire « Ah, c'est ChatGPT ». Voilà. Et ça va se limiter à ça, et après, il va falloir tout déconstruire pour reconstruire. Donc, et je suis sûre qu'il y a une définition très intéressante pour reconstruire les choses en face. Alors, Adèle, justement, quand on échange et quand on parle avec nos clients, et que ce soit les fonctionnels ou que ce soit les DSI, le niveau aujourd'hui d'appréhension, de connaissance des LLM et du sujet IA générative, tu le vois comment ? C'est pas nouveau déjà. Si on parle d'IA générative, il y avait les GAN, donc Adversarial Network, les GAN. Les LLM, donc c'est des modèles génératifs qui génèrent des nouvelles données parce qu'ils ont appris des patterns à partir d'un corpus de datasets assez important. Maintenant, si on revient au terme LLM, donc Large Language Model, et tous les modèles qui existent aujourd'hui, qu'ils soient open source ou pas d'ailleurs, sont basés sur un truc très simple. Ça calcule une probabilité de distribution sur un corpus de datasets. Aujourd'hui, presque tout Internet. Et c'est ça qui fait que la prédiction, elle est assez bluffante. Et même quand on voit ChatGPT, par exemple, ou n'importe quel modèle cracher du texte, mot par mot, c'est exactement ce qu'il fait en fait. C'est-à-dire qu'il prédit un mot, ou plutôt il génère le mot le plus probable, et ainsi de suite. Maintenant, il ne faut pas oublier que LLM, avant on disait NLP, Natural Language Processing, et la raison pour donc c'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau. Disons que ce qui a été assez bluffant avec ChatGPT, c'est le scale, ou en tout cas la capacité d'entraîner ces modèles sur je pense presque Internet, même si on ne sait pas beaucoup, mais on se doute un peu. C'est exactement ça en fait, le challenge a été là. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu, et en particulier en 2017, il me semble, Attention is all you need, un papier qui a permis de casser la temporalité qu'on a dans un texte, puisque quand on lit un texte, il est quand même séquentiel, donc on lit un mot après l'autre, contrairement à une image qui, elle, est statique. Donc cette temporalité-là faisait que les modèles précédents avant ce papier-là
traiter le texte de manière séquentielle. Donc on ne pouvait pas aller au-delà d'une certaine taille ou un certain nombre de phrases qu'on pouvait traiter. Et donc avec ce papier, donc 2017, comme je disais, Attention is all you need, elle a permis de casser cette temporalité-là. On n'avait plus besoin et on pouvait scaler et entraîner des modèles de manière parallèle sur des milliers de nœuds de calcul. Et c'est ce qui a donné en fait ChatGPT, parce qu'au final, ils se sont dit qu'est-ce qui va se passer si on rajoute des modèles, on rajoute des paramètres, on fait grandir le dataset, on rajoute des nœuds de calcul, et on va voir ce qui va se passer. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, et aujourd'hui on en est là, et la tendance a un peu évolué depuis, on en reparlera, mais pour faire simple, c'est un modèle qui calcule une probabilité de distribution sur un corpus de données, ou plutôt de texte. Ok, avec aujourd'hui, on peut quasiment parler de no limit sur le nombre de paramètres. Alors chaque nouvelle occurrence emmène une augmentation du nombre de paramètres, alors, ce qui n'est pas sans poser quelques soucis, y compris des soucis de conscience environnementale, mais on en parlera un petit peu plus tard. Bon, on a défini finalement ce qu'est une LLM. J'aimerais qu'on aborde un deuxième sujet. Maintenant qu'on sait ce qu'est une LLM, alors concrètement, à quoi ça sert ? C'est intéressant parce qu'en fait, là, on a parlé de la dimension génération de contenu, donc création de texte, grâce à ces modèles de probabilité qu'Adèle expliquait à l'instant. Mais en réalité, l'intelligence artificielle, elle peut permettre à la fois de générer du contenu. Par exemple, si vous êtes une équipe commerciale et que cette équipe commerciale doit envoyer un mail avec 2 ou 3 éléments importants pour capter l'attention du prospect et le transformer en client, etc. Bon, générer du contenu à base de quelques instructions que l'équipe commerciale peut donner, ça nous permet de préparer des modèles de mail qu'on peut ensuite envoyer au prospect, qu'on espère transformer en client grâce à ce texte qui aura été généré par un modèle. Je ne dis pas que ça marche, je dis qu'on pourrait le faire. Mais l'intelligence artificielle, y compris le traitement de texte, le Natural Language Processing qu'Adèle évoquait tout à l'heure, ça permet aussi, par exemple, de catégoriser du contenu, pas seulement juste de générer du contenu. Par exemple, si vous êtes une entreprise et que vous voulez savoir ce que disent les réseaux sociaux à votre sujet, eh bien, vous pouvez avoir une solution qui va vous permettre de dire voilà les tweets qui sont plutôt positifs, voilà les tweets qui sont plutôt négatifs, donc on va pouvoir catégoriser le contenu de cette façon-là. Et donc, le fait que l'IA, comme ça a été dit tout à l'heure, ait eu une sorte de momentum, de moment vraiment important entre fin 2022 et début 2023 grâce à la génération de contenu, c'est un peu la partie la plus visible de l'iceberg, mais il y a tout le reste qui existe, y compris sur la dimension image, y compris sur la dimension vidéo, à la fois en termes de catégorisation, de résumé, de génération de contenu. Et donc tout ça mis bout à bout, ça donne aujourd'hui un landscape, un paysage technologique qui est extrêmement intéressant et qui est tout neuf, et à partir duquel on va pouvoir construire un certain nombre de réponses à des cas d'usage précis, que l'on soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde des ONG ou des administrations publiques. Il y aura toujours des cas d'usage précis pour lesquels ces modèles permettront d'apporter des réponses et d'automatiser des tâches qui aujourd'hui prendraient beaucoup plus de temps que si elles étaient faites par une IA. C'est là où, Adèle, je veux bien revenir vers toi pour qu'on comprenne. C'est-à-dire qu'on va dire l'immense majorité des LLM aujourd'hui disponibles sont généralistes. Et à un moment donné, si je suis généraliste, si je prends un exemple, je suis dans le monde bancaire, j'ai une LLM généraliste qui va avoir les clés du langage commun, qui ne va concrètement pas connaître grand-chose ou connaître des généralités sur le monde bancaire. Comment, à un moment donné, je vais pouvoir faire le lien avec les données d'entreprise ? En fait, on a toujours eu des modèles, ensuite on fait de la data science pour adapter, traiter des cas d'usage dans la santé, dans la science, ou les banques ou autres. Enfin, l'impression que j'ai avec les LLM, c'est qu'il y a une couche d'application. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on a plein de modèles, mais on a des applications qui sont construites à partir de ces modèles, et ces applications sont généralement génériques. Elles ne sont pas forcément... elles ne sont pas liées à un domaine particulier. Elles deviennent spécialisées, ou on l'adapte, par exemple dans le cas que tu évoquais, les banques, parce qu'on a un corpus de datasets qui va nous permettre d'adapter l'application au jeu de données de la banque, par exemple. Donc, c'est quelque part les modèles. Ensuite, il y a toute la communauté d'ingénieurs qui s'est accaparée de ces modèles pour faire des applications qui sont généralement génériques.
En tout cas, en plus de la data science, je parle. Et ensuite, on adapte ces applications à des jeux de données qui sont spécifiques aux entreprises. C'est un peu ce que tu évoquais, Barbara, tout à l'heure. Donc, finalement, est-ce qu'on peut tout demander à une IA générative? Il y a des limites ou... Plus le temps va avancer, et moins on aura de limites. Mais je vais rebondir en tout cas sur comment dire, les exemples qui sont donnés et qui sont souvent utilisés. Et revenir en fait dans l'histoire du coup de Devana. Ça fait sens. Quand moi quand mon équipe, on a décidé d'utiliser l'IA générative, c'était dans un cas d'usage d'utiliser en fait l'IA générative dans le but de lui donner en fait du contexte, c'est-à-dire les bases de connaissances, enfin des morceaux des bases de connaissances pour nous répondre, nous expliquer, nous donner un résumé, etc. Donc tout de suite en fait on est parti tout de suite sur ce qu'on appelle le RAG aujourd'hui, c'est-à-dire faire un pont entre le modèle d'IA générative, des documents, donc dans du embedding, et donc du coup de pouvoir en fait, avoir en fait, une bibliothèque derrière le modèle d'IA. Quand ChatGPT est sorti, en fait, pour raconter un peu l'histoire et surtout ma tête devant cette application, je me dis mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en final, nous, on avait débattu pendant un an, dire mais c'est super, regardez, notre outil, Devana, va chercher les sources et les montre. Donc, on donne des garde-fous, même si on est toujours, justement, la limite, c'est qu'il y a une capacité de langage qui aime pas le vide, donc qui aime bien parler. Mais du coup, on a d'ailleurs aujourd'hui toujours, on met le maximum de garde-fous pour éviter qu'il y ait des biais, des réponses fausses, etc. Et donc, quand on est tombé sur, on voit ChatGPT apparaître, on fait, c'est que pour de la créativité. En fait, c'est une application qui prend un modèle incroyable, il y en a plein d'autres incroyables, mais du coup, pour l'époque, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, même pas, on dit l'époque, c'est tellement de choses, mais en vrai, l'époque, c'était il y a 1 an et quelques mois. Et du coup, en fait, ils sont partis sur de la créativité, parce qu'en fait, c'est une capacité de langage, alors ok, comme elle a lu tout Internet, ou quasiment, on ne sait pas encore vraiment, mais on va partir là-dessus. Donc, elle a une capacité de langage, et donc, elle sait faire du marketing, elle sait faire une déballe commerciale, et c'est génial, mais elle sait aussi inventer plein de trucs, etc. Donc, on a orienté tout l'usage à démarrer sur la créativité. Et donc, finalement, nous, on était sur exploiter de la base de connaissances, donc du moteur de savoir, j'aime bien dire ça comme ça, et c'est parti sur de la créativité. Mais pendant 1 an. Donc après, peut-être qu'on y reviendra sûrement plus tard, mais il y a toujours cette créativité qui est quand même le fil conducteur et ça pose problème. Surtout que finalement, quand nous on bosse avec les entreprises, on est dans le B2B aujourd'hui, et ce que recherche une entreprise, ça va être, moi je veux exploiter mes connaissances. Donc du coup, on se retrouve en fait avec, au niveau applicatif, le plus connu, plutôt orienté créativité, et puis nous en face, on doit dire, bon, vous voulez exploiter vos connaissances et de manière fiable. Donc là, il n'y a plus que le modèle qui compte, en fait. C'est comment on va embarquer le modèle, qu'est-ce qu'on va mettre tout autour pour être sûr que ce qu'on va donner à l'entreprise, ça ne va pas être du n'importe quoi, ou, encore pire, du n'importe quoi qu'on ne pourrait pas remarquer. Et c'est là où la techno est géniale, mais en même temps, elle est dangereuse parce qu'il peut y avoir en fait, du biais très fin, des réponses qui sont presque bonnes, et au final, en fait, on va orienter sur du faux, complètement faux. Donc, voilà où je pourrais positionner en tout cas la question de l'usage. C'est la créativité vs la connaissance. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est la question de la taille que tu évoquais tout à l'heure, sur le fait que ce soit des milliards de paramètres, et donc plus on va avancer, plus ces modèles vont être large dans le sens du L, le premier L de LLM. En fait, là, tu viens de mettre le doigt vraiment sur un élément extrêmement important, puisque finalement, ce qui a rendu l'IA très connue dans le grand public, c'est cette solution, ChatGPT, qui arrive fin 2022, début 2023, à faire rendre visible cette pointe de l'iceberg, qui finalement est très généraliste, comme tu le dis. Mais en réalité, quand on est dans le monde de l'entreprise ou dans les administrations publiques, ce dont on a besoin, ce n'est pas d'un truc très généraliste. C'est de quelque chose d'extrêmement précis, comme tu l'as très bien dit, qui est capable de comprendre les connaissances précises de l'organisation dont on parle, de l'entreprise ou de l'administration publique, et donc de pouvoir y apporter des réponses très précises. Je donne juste un exemple. Si on est, et tu évoquais les bases de connaissances, si je suis
un agent humain dans le call center d'un opérateur télécom, à la limite, les questions que mes clients vont me poser et auxquelles je vais devoir répondre au téléphone, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé le 15 juillet 1915 pendant la Première Guerre mondiale. À la limite, personne ne va me poser cette question et c'est pas grave si je n'ai pas la réponse. En revanche, si je suis incapable, grâce à ma nouvelle façon de chercher dans ma base de connaissances, grâce à un chatbot, donc grâce à une IA, de trouver la réponse à la question que veut dire telle ligne supplémentaire que je vois apparaître sur ma facture, bah là, je n'aurais pas rempli ma mission en tant qu'agent humain dans un call center auprès de mon client de cet opérateur télécom. Et donc, si c'est simplement une recherche comme on faisait dans le temps avec juste des mots-clés dans un moteur de recherche à la Google, bon, bah, on va avoir des bonnes réponses, mais on ne va pas avoir directement la réponse qui correspond le mieux à ce que le client me demande. Grâce au chatbot, ça sera une réponse beaucoup plus précise. J'aime beaucoup l'exemple parce qu'il permet d'illustrer un certain nombre de choses. Il permet d'illustrer la nécessité de venir, comme tu le disais Barbara, amender le LLM généraliste avec les données de l'entreprise, parce que dans le modèle généraliste, je ne vais pas avoir ce que signifie la ligne X du contrat de mon opérateur telco. Il soulève aussi un autre sujet qui est, tu prends l'exemple d'un chatbot, que tu l'as positionné là en support d'un agent téléphonique. On peut aussi imaginer de le mettre directement en frontal avec l'utilisateur final. Ça va au-delà de l'imagination. Il y a aujourd'hui beaucoup de dirigeants qui pensent, imaginent, fantasment, on va mettre le curseur où on veut, de remplacer un certain nombre de collaborateurs par l'IA au sens large. C'est aujourd'hui une grande frayeur. Comment vous vous positionnez par rapport à tout ça? C'est quoi les freins? C'est quoi les limitations? Je pense qu'il y a une première difficulté, un premier frein, un premier obstacle, c'est la question du coût, tout simplement. C'est-à-dire que si vous comparez ce que vous coûte un agent humain dans sa capacité à apporter la réponse précise au client final dans un temps imparti, et que vous la comparez à ce que le chatbot est capable de faire, si le coût du chatbot d'un point de vue environnemental et donc financier, en termes de, pour que le chatbot réponde, il faut qu'il fasse tourner une infrastructure. Si c'est extrêmement coûteux par rapport au nombre de questions qui lui sont posées, parce que j'ai des dizaines de millions de clients qui vont potentiellement lui poser les questions, peut-être la même, et là, le coût sera peut-être trop important en comparaison avec le coût d'une personne humaine qui, avec la finesse de l'intelligence de la personne humaine, apportera peut-être une réponse augmentée grâce à l'intelligence artificielle, donc c'est la complémentarité entre les deux, qui permettra d'apporter une réponse très précise, très directe, très juste vis-à-vis du client final qui sera content, puisqu'en fait l'objectif de tout ça, c'est pas de faire fonctionner ni l'être humain ni l'intelligence artificielle, mais de faire en sorte que le client final soit content. Et donc si la réponse est plus rapide et plus efficace et plus juste grâce à la complémentarité entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, parfait, je pense que l'opérateur télécom dont on parle sera ravi d'avoir satisfait ses clients. Le terme que j'utilise, moi, et qu'on utilise chez Dell, c'est la redéfinition du partenariat homme-machine. C'est-à-dire qu'on ne les met pas en opposition, mais on parle bien du partenariat, donc de l'humain augmenté, de l'agent augmenté par l'IA. Et je pense que c'est aussi un moyen raisonnable et raisonné. Néanmoins, il y a des attentes démesurées, il y a une crédibilité forte, très forte, trop forte accordée aux réponses de l'IA. On reviendra sur ce que tu évoquais tout à l'heure, Barbara, qu'on appelle hallucination. On reposera la définition tout à l'heure quand on parlera d'évaluation. Mais moi, ce que j'ai aimé dans l'application que vous avez développée avec ton équipe, c'est le fact-checking finalement. C'est d'emmener, au-delà de la réponse qui est donnée par le moteur, d'emmener une validation de cette réponse qui finalement permet peut-être, encore une fois, d'aider à ôter cette surconfiance qu'on a dans le modèle. Ça permet deux choses au final. Il y a un aspect très pédagogique. Il y a un double aspect pédagogique. Le premier, c'est que quand on interagit, vous regardez l'histoire de la base de connaissances du data center, par exemple, on a d'ailleurs un client comme ça. Quand on va poser la question en fait à son agent, on va l'appeler agent data center, call center, moi je pense à data center. Bon, c'est pas grave. Donc bref, on pose la question à son agent. Donc ça va être connecté donc à une base de connaissances de l'entreprise. Ça peut d'ailleurs une application. Maintenant, on peut intégrer des agents dans des Slack, des Teams, etc. Il faut voir aussi que on peut le mettre partout. Donc j'interroge cet agent-là. Et donc l'objectif, c'est que quand on donne la réponse, on va donner on donne un score qui est d'ailleurs à peu près ça ressemble en fait au Nutri-Score que vous connaissez tous.
Donc, on donne un score qui va avoir une couleur, déjà pour alerter en fait l'utilisateur de bon, bah, si on est sur le vert, c'est-à-dire que globalement la réponse a l'air bonne, et si on est au-delà du vert, il y a peut-être un problème. Et en fait, dans la réponse qu'on lui donne aussi, c'est-à-dire qu'il a les éléments, il a les moyens d'aller voir en fait quels sont les contextes d'aller chercher l'agent, le modèle, pour répondre. Donc, on lui donne en fait la transparence, enfin, en gros l'explicabilité ou la transparence, ça dépend le terme qu'on veut utiliser. En gros, on l'invite de manière visuelle à aller voir en fait qu'est-ce qui a été pris comme source pour en fait quand il va lire la réponse, s'il en est satisfait, mais peut-être qu'il est satisfait, mais finalement c'est orange. Pourquoi en fait? Donc vraiment, c'est vraiment l'objectif en fait de finalement quelque chose de très simple qu'on apprend au collège. Mais est-ce que mes sources sont bonnes? Est-ce que je peux les vérifier? Et puis si c'est vérifié, voilà, c'est bon, je peux avancer. C'est des choses très très simples qui ont finalement été oubliées avant, et ça revient, bah, tant mieux. Ça revient dans la culture, mais du coup, voilà, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. Donc, il y a plein de techniques de fact-checking. Là, j'en prends une en fait surtout au niveau pédagogique, ça permet aussi à l'utilisateur de dire, en fait, il n'y a pas que le modèle d'IA. Il y a derrière les documents, il y a tout un système qui permet en fait d'aller chercher mes textes. Ils ne se rendent pas trop compte de ce qu'on fait avec derrière, mais du coup, qui vont chercher mes contextes et qui va pouvoir donner ça à l'IA qui va me générer une réponse. Ça, c'est important parce que si on a juste une réponse, et d'ailleurs, c'est souvent dans beaucoup de soft que je vois, bah, c'est juste une réponse telle quelle. On ne peut pas se satisfaire de ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, j'ai encore le droit de réfléchir. Oui, c'est ça. Ouais. Heureusement. Oui, mais bon, l'exemple montre que... Peut-être même j'ai encore plus besoin de réfléchir que si c'était un simple logiciel qui fonctionne avec des si alors et qui est relativement déterministe sur lequel je peux m'appuyer. Par exemple, pour calculer, pour le calcul des impôts, là c'est la saison, le calcul des impôts, ça se fait au travers de mécaniques logicielles classiques qui sont relativement des règles relativement claires. Si c'est pour écrire un texte, et évidemment, potentiellement, l'IA qui m'écrit le texte peut avoir des hallucinations, comme on l'évoquait tout à l'heure, et donc il faut que moi je sois entièrement conscient de cette capacité, de cette possibilité, et que je puisse m'en rendre compte au moment où elle arrive. Toute la difficulté est là aussi. Adèle, on a évoqué dans nos différents exemples, on a évoqué les telcos, on a évoqué les banques, on a évoqué un cas finalement généraliste qui est un utilisateur d'un call center, qui s'applique un peu à toutes les industries. Est-ce que tu vois différentes industries ou différents secteurs qui seraient peut-être plus en avance que d'autres sur l'utilisation des LLM et de l'IA? Non, pas spécialement. En fait, il y a un engouement, ça c'est certain. Tout le monde veut en faire, ça c'est sûr et certain. Ça va demander un peu de temps pour que l'écosystème, pour que les entreprises s'accaparent et comprennent la technologie. Maintenant, encore une fois, et je reprends ce que disait tout à l'heure Barbara, presque, le mot presque, c'est presque juste. Mais tout est là en fait, le problème il est dans le presque. Et ce qui fait que par nature, ces modèles ont une certaine limite, à moins de brancher un validateur qui va qui va donner une réponse déterministe contrairement à une réponse purement probabiliste et assurer que ce que dit le modèle est vrai. Les modèles ont cette limite qui fait qu'en termes de cas d'usage, il y aura toujours des difficultés à les déployer, par exemple, dans le secteur par exemple, les voitures autonomes. C'est une limite actuelle. Ils peuvent être utilisés, hein, je dis pas, mais c'est pas quelque chose sur lequel on peut être serein en termes de réponse, et d'où l'intérêt d'avoir des garde-fous. Maintenant, en termes d'usage dans l'industrie, la façon dont je le vois, pour moi, c'est un super assistant, le LLM. C'est-à-dire que tout le monde, et l'intérêt, c'est que ça soit à la main de tout le monde, que tout le monde puisse s'en accaparer, que ça puisse être déployé partout, et en particulier comme utilité hardware ou du PC, un simple PC. Et c'est comme si on avait des super agents qui avaient des super pouvoirs et qu'on demande d'aller chercher de l'information sur nos mails ou nous aider à écrire du code. Alors nous aider à écrire du code, pas écrire une application parce qu'ils ne sont pas capables. On reviendra, ils ne savent pas raisonner ni planifier. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler. Mais pour moi, c'est un super assistant avec l'humain au centre. Et on demande à ces modèles ou ces applications basées sur les modèles d'aller nous aider sur des tâches du quotidien. Donc ça va toucher tout le monde.
Et c'est l'IA qui va être utilisée et consommée par tout le monde un peu partout. Ouais, on reviendra sur la notion de presque et les conséquences du presque un petit peu plus tard. Alors, on a évoqué des LLM. Je pense que tous ceux qui suivent l'actualité voient apparaître, pas tous les jours, mais allez, on va dire quasiment toutes les semaines, des nouvelles LLM. Alors, il y a aussi des effets de mode. Alors, évidemment, on a beaucoup parlé de GPT, donc d'OpenAI, grâce ou à cause, on met le mot qu'on veut, de l'engouement autour de ChatGPT. On a Llama, porté par Meta, qui est extrêmement populaire, avec à chaque fois des itérations différentes. Là, ils viennent d'annoncer Llama 3 et donc on a chez Dell passé des accords avec Meta et donc j'ai vu Michael Dell relayer l'annonce de Llama 3 cette semaine. On parle beaucoup de Mistral en ce moment. Il ne faut pas oublier nos amis de Google avec Anthropic. Voilà, on va dire toutes les semaines, il y a un nouveau modèle avec une course au gigantisme sur le nombre de paramètres, on l'évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'on n'est pas en train, finalement, de redéfinir des silos? C'est-à-dire qu'on a vu le travail nécessaire par l'entreprise pour adapter le modèle avec l'application au-dessus ou pour venir l'enrichir avec ses données. Est-ce qu'à un moment donné, si je pars sur un modèle, je choisis un modèle, alors les motivations peuvent être qu'il soit open source ou payant, qu'il soit plus ou moins spécialisé sur mon industrie, ou simplement que je suive un effet de mode. Est-ce que si je pars aujourd'hui avec un modèle, est-ce que le temps de développer mon application, c'est un autre modèle qui sera à la mode? Je suis enfermé dans un cadre ou comment ça se passe? En fait, le principe de base, c'est qu'on est quelque part entre la préhistoire et le début de l'histoire. Si on compare l'histoire de l'IA à l'histoire de l'humanité, et là c'est à l'historienne que je m'adresse avant tout, on est au début de l'histoire, et donc évidemment, personne n'est aujourd'hui capable de dire c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, parce que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, ça peut marcher jusqu'à la fin de la semaine, mais probablement que la semaine prochaine, le ça de c'est comme ça aura un peu changé, voire beaucoup changé. Une fois qu'on a dit ça sous la forme de la boutade de la fin de la préhistoire, le début de l'histoire, en fait, il faut rentrer un peu plus dans le détail en se disant, aujourd'hui, à l'heure où on enregistre sur Hugging Face, nous avons un peu plus de 600 000 modèles. Quand moi j'ai rejoint l'équipe, quand j'ai fait ma première side slide, on était à 60 000. C'était il y a même pas 2 ans, c'était il y a 20-21 mois. Probablement qu'au moment où cette vidéo sera diffusée et que les spectateurs pourront la visualiser, on aura peut-être atteint le million, je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs milliers par jour, plusieurs milliers de modèles par jour qui arrivent. Alors, il y a des familles de modèles, il y a des modèles, et puis il y a des variantes d'un modèle. Probablement que cette typologie-là n'est pas extrêmement précise, mais il faut quand même garder ça à l'esprit. Quand Llama 3 arrive la semaine dernière, avant lui, il y avait eu Mistral, avant Mistral, il y avait eu Falcon, avant Falcon, il y avait eu Llama 2, j'espère que je les ai fait dans le bon ordre. Mais en fait, ça bouge très fréquemment, très souvent, et quand vous avez un Mistral qui sort, eh ben, vous avez des inventeurs, des data scientists, des scientifiques à Nantes, puisque nous venons tous les deux de Nantes, qui créent la version bio de Mistral, qu'ils appellent BioMistral. Ils écrivent le papier de recherche qui tourne autour et ils produisent un variant de Mistral qui va s'appliquer à un domaine spécifique parce que Mistral a été surentraîné sur les données qui concernent la biologie, en l'occurrence là, la médecine. Donc ouais, en fait, tout ça pour dire que quand on a 600 000 modèles ou bientôt 1 million de modèles, quand on a des variantes de tous ces modèles qui arrivent, bah, à un moment ou à un autre, il faut se dire qu'à chaque cas d'usage, il peut y avoir un ou des modèles qui peuvent y répondre. L'unique réponse, la meilleure réponse, le seul modèle qui remplit tous les cas de figure n'existe pas, n'existera probablement jamais. En tout cas, s'il existe, on n'en a pas absolument besoin. Il coûtera beaucoup trop cher à exploiter et à faire tourner en production pour qu'on puisse s'en servir de manière profitable pour une entreprise ou pour une administration publique. Et donc, il faut toujours partir de ces cas d'usage et à partir du cas d'usage, parler avec les gens qui connaissent le métier. Donc, tu l'évoquais tout à l'heure, parler avec les gens qui connaissent le métier de l'IA et se dire, voilà, pour ce cas d'usage, on peut tabler sur ce modèle ou ce modèle ou ce modèle dans telle et telle version, avec un peu de fine-tuning, un peu de customisation, un peu de personnalisation par rapport à vos données, monsieur le client, et ça remplira parfaitement vos attentes en tant qu'utilisateur final, vous ou vos propres clients. Et donc, je crois vraiment qu'il faut toujours repartir du cas d'usage,
comme on a toujours fait finalement dans l'IT, toujours le cas d'usage, et ensuite la technologie qui permet d'y répondre. Donc, et surtout, ne pas considérer que parce qu'on a une taille monumentale, alors on va pouvoir répondre à tous les cas d'usage. C'est une vue de l'esprit, ça en fait. Il vaut mieux avoir une taille plus petite, personnalisée sur les données d'un cas d'usage précis, et donc de répondre à ce cas d'usage précis plutôt que d'essayer de faire la solution qui permet de répondre à tout. Toujours mon exemple de la Première Guerre mondiale. Si on s'intéresse à l'histoire de la Première Guerre mondiale, super, mais si on s'intéresse au monde des télécoms, je m'en moque en fait des réponses sur la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'est un peu ça la limite. Alors évidemment, on est tous très engagés en ce moment par nos entreprises respectives pour faire beaucoup de réflexions, de tables rondes, de rendez-vous clients. Et j'utilise beaucoup, pour faire écho à ce que tu viens d'évoquer, la phrase « small is beautiful », c'est-à-dire on n'est pas obligé d'aller dans les gigantismes, qui imposent aussi et qui ont le revers de la médaille, c'est-à-dire que ça pourrait... Il y a derrière finalement l'utilisation grand public de ChatGPT, un aspect confort, c'est-à-dire oui, je vais prendre le plus gros modèle, comme ça il aura tout. Et en fait, on n'a pas encore du tout ou pas encore suffisamment sensibilisé l'utilisateur au coût environnemental. Moi, j'aimerais, alors dans le monde des services IT, c'est quelque chose qui va arriver dans la législation européenne, que d'afficher le coût environnemental de ma demande ou de ma facture. J'adorerais qu'on mette le coût environnemental des questions qu'on pose sur ChatGPT. Alors, en forçant un peu le trait, parfois, pour faire comprendre aux gens, j'aime bien leur dire, si vous demandez à ChatGPT la recette de la tarte aux pommes, le coût énergétique pour qu'il vous donne la réponse va peut-être être le même que celui de votre four pour faire cuire votre tarte aux pommes. Vaut mieux aller sur Marmiton. Vaut mieux aller sur Marmiton, parce que finalement, la tarte aux pommes, vous demandez à sa maman ou à sa grand-mère. Mais effectivement, voilà, on en arrive. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à emmener chez les utilisateurs. Alors, on a vu cette multiplication des modèles. On commence à voir arriver, moi je commence à entendre parler de SLM, le small plutôt que le large. Comment vous réagissez par rapport à ça ? Enfin, les acronymes en deep learning, je passe mon tour. C'est-à-dire qu'il y en a autant que les LLM, presque toutes les semaines des nouveaux. Ouais. Moi, en fait, je pense que c'est un peu normal parce qu'on est sur de l'open source, c'est ce qui est très bien et il y a beaucoup d'innovation. Et ça va avec aussi l'écosystème, on va dire, où le workload est assez jeune quand même. Donc il va falloir attendre un peu que ça converge. C'est peut-être un peu comme à l'époque des moteurs de recherche où il y avait plein de moteurs de recherche. Finalement, ça s'est consolidé autour de quelques-uns. À mon sens, ça va peut-être finir comme ça. Et ensuite, en termes d'utilisation, sur quoi, quel modèle choisir? Oui, ça va dépendre des cas d'usage, comme disait Bassam. Donc il faut toujours partir du cas d'usage. Et puis ensuite, comme je disais, il y a aussi beaucoup de développeurs ou ceux qui vont faire les applications. Et moi, je fais confiance à la communauté open source qui va généralement faire ça de manière modulaire pour s'assurer qu'on puisse brancher ou passer d'un modèle à un autre. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qui compte au final, c'est de s'assurer que ça puisse être utilisable et consommable par tout le monde. Et tu parlais du coût, et le coût, c'est le coût aussi d'inférence. C'est déployer des gros modèles ou télécharger un gros modèle. Certains vont avoir une limite. Donc l'intérêt, c'est qu'on ait des plus petits modèles, comme tu disais, et qui soient plus capables, plus spécialisés, et qu'on puisse utiliser comme assistant un peu partout. Je reviens encore au PC, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses en termes d'usage au niveau du PC, mais ça peut aussi être côté data center. Mais au final, il s'agit de spécialiser des modèles, de les rendre un peu plus capables, de les entraîner de manière un peu plus maligne, c'est ce qu'a fait Mistral, grâce aussi à Meta qui ont open sourcé, il faut le reconnaître aussi, tout le modèle et la procédure d'entraînement, la façon dont ils ont préparé le dataset, c'est au final une question de données. Et donc, un autre aspect qui va être aussi important par rapport aux petits modèles, c'est qu'on cherche, il y a une course extraordinaire, et celle-ci vient encore de l'open source. Je citerai un projet que je trouve assez remarquable qui s'appelle LlamaCpp, qui ont enlevé Python et qui ont mis du pur C++, et qui vont compresser, je ne sais pas si on peut rentrer dans la technique, mais compresser les formats utilisés à 4 voire 2 bits. Donc l'intérêt, c'est de réduire, et ça c'est peut-être l'un des principaux bottlenecks aujourd'hui, je ne parle pas de training, je parle purement d'inférence, c'est la taille des modèles. Donc plus petit, mais aussi une précision numérique moins fine.
Généralement, ça suffit en deep learning, on n'a pas besoin d'une précision numérique très importante comme dans le HPC par exemple. Et là, avoir des plus petits modèles bien entraînés, mais également une compression de ces modèles pour essayer de les rendre le plus petits possible, c'est une combinaison très importante et ça vient aussi avec derrière un soft et un hardware qui supporte, qui permet d'exposer, c'est ce qui se passe chez Intel d'ailleurs, c'est des jeux d'instruction très bas niveau qui vont manipuler ces précisions numériques assez lâches, on va dire, mais qui sont ensuite exposées tout à travers la couche logicielle pour permettre justement, en plus de ces petits modèles, de les compresser, de les rendre les plus petits possibles, de pouvoir les déployer partout et qu'on puisse tous les utiliser un peu, que ce soit sur un PC ou sur un simple CPU. Ouais, sur un PC, sur un simple CPU, clairement, c'est un des enjeux pour le Edge, d'être capable de faire tourner à distance, loin du data center et des monstres de technologie qu'on peut avoir dans le data center pour pouvoir faire du temps réel, avec une analyse qui est faite par la machine, le modèle d'IA. Donc on a effectivement besoin d'avoir des modèles qui sont relativement légers. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. Finalement, on a vu l'intérêt de l'open source, et je sais, Bassem, que tu es un fervent supporter de l'open source, et tant mieux. Donc, on a commencé à voir quelques bénéfices. Finalement, si on revient aux fondamentaux, on parle beaucoup des modèles. Comment on l'entraîne, ce modèle ? Eh ben, c'est le jeu de données que Adèle évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, tout ça n'existerait pas si on n'avait pas les jeux de données qui permettent d'entraîner les modèles. Et parmi les difficultés, et tu l'évoquais il y a quelques minutes, parmi les difficultés qu'on peut avoir avec les solutions qui ne sont pas open source, justement, c'est qu'on ne sait pas précisément sur quoi ça a été entraîné, on ne sait pas comment ça a été entraîné, est-ce que les données qui ont été utilisées étaient tout à fait autorisées, enfin, avec la licence qui correspond, pour pouvoir utiliser ces données dans le cadre de l'entraînement d'un modèle, a fortiori si le modèle permet de générer des revenus. Ouais, toute cette complexité qui peut paraître un peu juridique, mais qui en réalité est quand même première dans cette affaire-là, permet aussi de soulever la question de l'explicabilité, et ce que Barbara, tu évoquais tout à l'heure sur le fait de dire c'est orange, rouge ou vert, la source est là parce que l'information qui vous est affichée est déduite de telle et telle source, ça c'est pas rien. Et ça ne peut être vrai que dans le monde de l'open source, en tout cas à ce stade, c'est comme ça qu'on voit les choses. Le monde de l'open source vous donne à la fois des indications sur le jeu de données qui a été utilisé, sur la recette qui a été utilisée au moment de l'entraînement du modèle, et puis sur les évolutions futures de ce modèle, quelle est son architecture, etc. Donc moi je pense vraiment que la question de l'open source, elle est cruciale sur cet aspect-là, l'explicabilité des informations qui sont produites par le modèle d'une part, et un peu plus en amont, c'est quoi les données qui ont été utilisées. On se focalise beaucoup sur les modèles et on a raison, mais il faut aussi prendre en compte les jeux de données qui ont permis au modèle d'être entraîné. Alors il y a le jeu de données initial, et Barbara, tu l'évoquais tout à l'heure, il y a le jeu de données finalement additionnel, c'est ce qu'on expliquait en tout début d'échange, où je vais venir rajouter les données de l'entreprise au modèle déjà existant, donc être capable finalement comme tu le disais Bassem, d'emmener l'explicabilité et de décortiquer, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'aspect boîte noire où je pose la question et il y a une réponse qui tombe, je ne sais pas d'où elle sort, je ne sais pas si elle est valide ou pas. Il y a aussi des notions de propriété intellectuelle. Enfin, on a vu quelques grands journaux tenter des procès à OpenAI pour utilisation de leurs données. Alors l'idée, c'est toujours d'histoire de gros sous, hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de les empêcher, c'est de toucher les royalties sur l'utilisation d'eux. Donc dans un premier temps, on empêche le temps que les juristes se mettent d'accord, et puis après, on avance. Comment, Barbara, tu as évoqué le RAG tout à l'heure, tu peux un peu préciser ce qu'est le RAG, ou peut-être d'autres méthodes qui existent pour venir enrichir avec les données de l'entreprise des modèles existants? Alors, je vais expliquer nous ce qu'on fait. Et je garde en fait en tête un élément depuis tout à l'heure, je vais l'aborder, même si c'est un petit peu à côté. Quand on veut faire un agent, donc ce que j'appelle un agent d'IA générative, c'est-à-dire que c'est un assistant ou le super alternant dans son entreprise, dans son ordinateur jusqu'à aujourd'hui, qui va donc avoir et qui va être articulé entre un modèle d'IA générative qui va avoir certaines capacités, ça dépend lequel,
comme on l'a déjà expliqué. Le RAG, c'est la technique en fait, qui permet de connecter, en fait, en gros, que l'IA générative puisse poser des questions et aller chercher dans une base de connaissances, une base vectorielle, ce qu'on appelle le embedding. Sur le RAG et le embedding, il existe plusieurs technologies, dont certaines qui sont comme la main index qui est connue. Il y en a d'autres, et ce sont des technos qui ne sont pas du tout expliqués au grand public et aux DSI ou aux entreprises. Moi, je mets tout le monde dans le même panier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle toujours des utilisateurs et il faut leur démontrer parfois que le modèle qu'ils veulent choisir, par exemple, je sais pas, imaginons, on n'est pas dans l'open source, mais pour le coup, genre le Claude 3 Opus, magnifique modèle, fait des trucs de fou, mais concrètement, pour l'entreprise en question, ça ne sert à rien. En fait, ils vont... c'est bien, il fait des super choses, mais peut-être qu'on va prendre un petit Mistral, parce qu'en fait, ce que vous voulez faire, ça va être du répondre à du support. On va faire du support, donc il n'y a pas besoin. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est la base de connaissances qui est derrière et tout le pont qui va être fait. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un truc très pédagogique, encore une fois. C'est-à-dire, vous voulez en fait, faire le même agent avec différents modèles, du coup, vous pluguez tout ça, et puis après, vous avez vos bases de connaissances et vos paramètres, et puis on va voir le niveau de réponse, la rapidité, le taille de contenu aussi, les niveaux d'hallucination, et si on veut même mettre des critères spécifiques, on met des critères spécifiques. Donc ça, c'est un élément pour... parce que moi, je me pose toujours la question, si on a 1 million de modèles, on va voir tous les gens qu'on voit, qu'est-ce qu'ils vont faire avec... Déjà que même les développeurs qu'on rencontre aussi, ils sont là, il y a 30% qui disent, moi, je ne veux pas en entendre parler, alors on est foutu, si en plus on a 1 million, et finalement, ce n'est même pas le développeur qui va venir voir souvent la techno, enfin en tout cas ce qui nous intéresse, c'est plutôt les métiers, en fait, les marketing ou le dirigeant. Donc lui, il va falloir qu'on lui démontre vraiment par A plus B qu'on ne va pas prendre un truc hyper connu, ça c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le résultat et la sobriété, etc. Tout ça, c'est un sujet. On peut faire un super RAG, etc. Mais il faut bien choisir le modèle et avoir les moyens de se rendre compte si le modèle part des fois des biais et si connecté avec la base de connaissances, est-ce qu'on gomme les choses ou est-ce que ça s'accentue et comment on peut le... Ouais, il y a un exemple célèbre que j'utilise beaucoup, moi, sur les biais. C'est une étudiante du MIT qui est asiatique, qui a fait son CV, donc il y a sa photo et son CV, et puis elle demande à ChatGPT comment améliorer son CV pour maximiser ses chances de trouver un job. Donc il y a quelques points qui sont faits sur le CV, mais il y a surtout sur la photo, où le résultat de la photo, c'est qu'ils ont enlevé ce côté asiatique. Donc là, on tombe complètement dans les biais qui sont effectivement importants. Tout à l'heure, Adèle, on a évoqué finalement l'utilisation des données. Tu as commencé à parler d'inférence. Il y a quelques termes comme ça, on reparlera d'hallucination, mais j'aimerais déjà qu'on reprécise ce qu'on entend par inférence. Tout le monde dans nos auditeurs n'a peut-être pas cette compréhension-là. Est-ce que tu peux repréciser l'inférence ? Consommation, déploiement et consommation et utilisation d'IA. Point. Il y a une différence entre faire les modèles, qui consiste à d'abord construire une architecture, préparer le dataset et les entraîner. Ça, c'est la fabrication du modèle. Ensuite, on fait des applications qui vont utiliser ces modèles ou pas d'ailleurs. Et la consommation et l'utilisation de ces modèles. Donc dès qu'on déploie un modèle pour faire une application, pour faire un chatbot ou un RAG, on est dans de l'inférence. Alors la grande question par rapport à l'inférence, et ce qui pose beaucoup d'interrogations à l'immense majorité des clients, c'est est-ce que mes données à moi, client, vont venir enrichir le modèle dans le cadre de l'inférence ? Et si j'utilise un modèle public, est-ce que je vais venir enrichir le modèle public ? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, je perds le contrôle sur mes données ? Comment vous réagissez par rapport à ça ? Il faut lire les conditions. J'en ai lu un paquet récemment. C'est écrit en petit, mais quand on est sur l'écran, on peut agrandir, on peut bien les lire. La 77e page, il faut décocher un truc que je n'avais jamais vu. Non, honnêtement, je pense que c'est aussi ça qui fera que petit à petit, pour un usage professionnel, on ira vers des solutions qui correspondront aux besoins précis d'un métier. D'ailleurs, vous allez peut-être avoir une solution avec un modèle pour les gens du marketing,
mais un modèle avec une application qui va plutôt pour les gens de l'engineering, pour les gens de la qualité, etc., etc. Et sur la base de ces modèles, eh ben, vous allez avoir une surcouche, on va dire, qui va être liée à vos propres données, et celle-là, il n'y a pas de raison qu'elle sorte du cadre de l'entreprise, d'où l'intérêt aussi de choisir des solutions open source, parce que vous savez sur quoi elles ont été entraînées, et que vous allez pouvoir aussi leur rajouter cette surcouche et les garder pour vous. Vous maîtrisez votre destin IA, on va dire, plutôt que de le laisser, que de vous retrouver pieds et poings liés avec une solution qui va changer de prix potentiellement, qui va changer de méthode d'entraînement potentiellement, qui va changer d'infrastructure sur laquelle elle tourne éventuellement, etc., etc. Donc le fait d'être dans une logique open source vous permet d'abord d'améliorer l'explicabilité, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, de savoir sur quoi ça a été entraîné, dans quelles conditions, de pouvoir vous-même décider sur quelle infrastructure vous voulez la faire tourner. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur tel ou tel cloud, vous pouvez aller là où vous avez choisi. Et puis ensuite, comme l'histoire de l'open source le montre, c'est aussi dans le monde de l'open source qu'on voit les plus grandes avancées en termes d'innovation technologique, puisque c'est là où vous avez une communauté qui travaille sur un problème et qui arrive à le résoudre de la meilleure façon qui soit. Peut-être que ça met un peu de temps au démarrage, mais une fois que ça a démarré, et on a vu ça dans le monde du logiciel, puisqu'on a vu comment Windows s'est fait remplacer par Linux, en tout cas dans le contexte B2B professionnel. Pourquoi ? Simplement parce que quand on a une communauté qui travaille sur quelque chose, vous avez plus de pairs d'yeux qui vont travailler sur le problème, l'identifier, l'analyser, trouver des solutions, mettre en place des solutions et s'assurer qu'elles tiennent dans la durée. Et ça, c'est l'avantage de l'open source dans le monde du software, ça l'est aussi dans le monde de l'IA. Donc ça permet aussi de répondre à la question de où sont parties mes données, est-ce qu'elles vont se retrouver chez mon concurrent, etc. Vous n'utilisez pas des API à qui vous envoyez vos données, vous utilisez une solution qui s'appuie sur un modèle open source, vos données restent dans le cadre précis que vous avez défini, que ce soit en cloud ou que ce soit on-prem, et donc à partir de là, vous maîtrisez réellement votre destin IA. Merci Bassem. Alors évidemment, moi, ce que tu viens d'exprimer me va bien en tant que fournisseur d'infrastructures. Alors, qu'elle soit dans le cloud ou évidemment, c'est encore mieux, j'aime encore mieux quand elles sont on-prem. Bien sûr, ça permet aux constructeurs de fournir des infrastructures. Alors il y a un focus autour du calcul parce que il y a un focus en ce moment autour des GPU et de l'arrivée des GPU de différents fournisseurs. Sur le marché avec des shortages, donc le marché est en train de s'emballer autour de ces sujets. Il ne faut pas oublier les notions de stockage, parce que depuis tout à l'heure, finalement, on n'a pas beaucoup parlé de calcul et on a beaucoup parlé de données. Donc derrière les données, il y a les notions de stockage. Donc évidemment, elles vont dans mon sens. Tout à l'heure, Adèle, tu as évoqué et tu es rentré sur le sujet de finalement, au-delà de la partie data center, faire tourner sur des moyens plus modestes. Typiquement, on a vu arriver les nouvelles générations de processeurs destinés aux PC qui sont intégrés alors chez Dell, mais chez l'ensemble des constructeurs, hein, donc les Core Ultra, hein, qui contiennent donc le NPU, hein, c'est la grande nouveauté, le Neuronal Processing Unit, qui a pour objectif de venir faire fonctionner ces applications, c'est bien ça ? C'est l'intérêt en fait. L'idée c'est d'avoir donc un CPU central, un NPU, même un GPU intégré avec Arc, enfin un GPU donc avec Arc, la gamme Arc chez Intel. Et donc l'idée c'est d'avoir un logiciel chez Intel, c'est essentiellement OpenVINO, qui va permettre justement de tirer le maximum de chacun de ces architectures. Et NPU c'est spécialisé dans l'accélération des réseaux de neurones. Il y a un autre avantage aussi important pour le PC, c'est qu'on a un seul utilisateur. Et ça, enfin, il n'y a pas que cet avantage-là, d'ailleurs, il y en a d'autres. Mais quand on a un seul utilisateur, on ne sert qu'un seul utilisateur. Quand on déploie un modèle dans le cloud ou dans un data center, et il le faut, ça dépend des besoins, on va servir plusieurs utilisateurs. Donc, disons que le fait de servir qu'un seul utilisateur fait qu'on peut se permettre certaines choses en termes de taille de modèle, par exemple en local, qu'on ne se permettrait pas sur un data center. Alors, on peut, il faut rajouter du calcul. Je dis que sur un PC, on a un seul utilisateur. Et donc, c'est encore une fois une combinaison de hardware, donc avec le NPU, le CPU et le GPU, et un software qui va permettre de dispatcher pour accélérer, en gros, pour faire tourner les différents assistants localement, que ce soit la génération de texte, la génération de code, faire du texte vers de l'image, par exemple,
enfin, tous les types d'applications que l'on peut imaginer sur un simple PC. Alors, il y a un piège dans lequel j'aimerais que les entreprises ne tombent pas. On attend cette année un boom sur le renouvellement du PC, lié finalement à l'étape Covid. Si on revient au confinement, il y a eu une surconsommation, un suréquipement pour pouvoir travailler en remote pendant cette phase-là. C'était il y a 4 ans, donc on arrive cette année à la phase de renouvellement des PC, donc fantastique. Aujourd'hui, on va avoir 2 générations de processeurs qui vont cohabiter, les processeurs entre guillemets d'ancienne génération, les i3, 5, 7, 9, et donc les nouveaux Core Ultra. Moi, le message que j'aimerais qu'on fasse passer, c'est bien sûr, il va y avoir une décote sur la tarification des machines équipées avec les processeurs i, mais attention à ne pas acheter de la dette technologique. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas au sein de mon entreprise des applications qui vont tirer parti ou nécessiter d'avoir un NPU, que si je me projette sur la durée d'utilisation de ce PC que je vais acheter cette année, donc 3, 4, 5 ans, là on est quasiment sûr que dans la durée d'utilisation, je vais avoir besoin ou je vais être capable de tirer parti de la NPU. Donc évitons de tomber dans le piège. En fait, il y a quelque chose de très important dans ce que tu dis, c'est pour moi, la solution, elle vient du soft. Il s'agit, les architectures, elles ont des cycles de développement qui sont plus longs. L'intérêt, finalement, c'est de s'assurer d'avoir un support continu et permanent du workload IA. Et là, si on arrive à avoir une abstraction, là en l'occurrence, comme je disais, chez Intel, c'est OpenVINO, qui est dédié à accélérer l'inférence, et le terme c'est hardware aware, il est je sais pas, conscient du matériel sur lequel il va s'exécuter. Et donc, OpenVINO va tirer le maximum du matériel sur lequel le modèle va être déployé. Donc, peu importe la génération, l'essentiel, c'est de s'assurer que les modèles sont optimisés et que le soft va faire en sorte de tirer le maximum du matériel qu'on a. Que ce soit des CPU il y a 2-3 générations ou que ce soit des PC plus récents avec le NPU. On a bien avancé sur le sujet. On a vu la définition, on a vu comment j'éduque, on a vu comment je fais fonctionner et où je fais fonctionner. Il y a un sujet qu'on a commencé d'effleurer à de multiples reprises, c'est l'évaluation. Comment j'évalue finalement mon LLM. On a vu avec toi, Barbara, la notion de fact-checking. On a introduit l'hallucination, mais on a parlé d'hallucination, on ne l'a pas défini. Qui se lance pour nous définir l'hallucination ? Moi, je ne vais pas définir la définition parce que je pense que vous avez des exemples nettement meilleurs que les miens. Je voulais juste signaler le fait qu'on a chez Hugging Face une équipe qui travaille sur la question de l'évaluation avec une page qui est le leaderboard finalement qui permet de dire dans ces tonnes et tonnes de modèles qui arrivent, eh bien, il y a un certain nombre d'évaluations, de critères d'évaluation qui sont disponibles, qu'on peut appliquer sur des modèles qui sont open source. Et là, l'élément est vraiment important parce que pour évaluer quelque chose qui n'est pas open source, bon courage si vous n'avez pas accès à la boîte noire et à la recette qui fait exister la boîte noire. Mais si c'est open source, la boîte est transparente. La boîte transparente, c'est-à-dire que vous pouvez y appliquer vos critères d'évaluation et à partir de là, vous pouvez établir un leaderboard, donc un classement des modèles sur la base de ces critères-là. Une fois que j'ai dit tout ça, c'est une évaluation générique. Après, chaque cas d'usage, puisqu'on parle de cas d'usage depuis le début de la conversation, chaque cas d'usage va avoir ses propres critères et en tout cas, l'évolution de ces critères pour un cas d'usage va être différente que les mêmes critères pour un autre cas d'usage. Donc moi, de mon point de vue, l'existence d'une capacité générique à évaluer les modèles, c'est extrêmement important. Elle s'appliquera de manière beaucoup plus fiable sur les modèles open source, ça aussi c'est extrêmement important, mais c'est tout aussi important de prendre en compte les cas d'usage quand on est en train d'évaluer des modèles. Bien sûr, mais je pense que, et on l'a dit dès le début, dès l'introduction, on est dans un monde qui évolue extrêmement rapidement, dans lequel la connaissance et la maîtrise du domaine par les utilisateurs ou les donneurs d'ordre ou les décideurs est encore fluctuante, et bien malin celui qui aujourd'hui pourrait se prétendre expert du sujet. On a un œil plus ou moins exercé, mais de là à se prétendre expert du sujet. Donc il faut, et ça revient finalement à la genèse telle que tu l'as définie de Hugging Face, qui est
d'aider, de donner des clés pour déployer, développer plus rapidement et effectivement donner des clés de lecture pour, sur la base d'un certain nombre de critères, faire des évaluations. Donc il y a effectivement votre système d'évaluation, il y en a d'autres qui existent, il y en a plusieurs qui existent sur le marché et qui évoluent régulièrement, les différents modèles. Alors open source ou pas, maintenant j'aime bien le distinguo sur quid de l'évaluation d'un modèle qui n'est pas open source. Alors, Barbara, allez, tu te lances sur la définition d'hallucination ou... Je vais faire très simple, c'est quand elle dit n'importe quoi. C'est le fameux presque que Adèle a évoqué que j'ai c'est ce problème-là. Moi, j'ai toujours je suis toujours dans la team applicative. Chez nous, on se pose la question de, une fois qu'on l'a paramétré, parce que du coup, on peut prendre les 1 million de modèles, les 600 000, et appliquer en fait le benchmarker, et appliquer en fait une évaluation en état brut. Et la plus grosse question en fait que nous on se pose, c'est bon, ok, à l'état brut, on a ces éléments-là quand même de réflexion. Mais une fois que moi je construis une identité et que je mets donc la documentation et qu'elle est dynamique. Du coup, on va se retrouver avec des réponses dont en fait, les biais ne sont pas forcément dus au modèle brut, mais en fait dus à tout ce qu'on a fait autour. On va prendre un exemple concret, mais on prend un agent entre collaborateurs. En plus, c'est des questions de responsabilité d'entreprise. Donc, on met un agent dans toute une équipe, de support, et du coup, là-dedans, il y a 3 administrateurs des bases de connaissances, et plus un administrateur aussi de l'agent lui-même qui va pouvoir faire les paramètres. Puis il y en a un, il se trompe, il met une photo d'un chien dans sa base de connaissances, ou au pire, une saucisse, ou j'en sais rien, enfin bref. Mais du coup, en fait, ça va faire partie de... et puis, on mettrait plein, en fait. On imagine qu'il a même connecté son drive personnel. Bon, et du coup, en fait, on va avoir la base de connaissances qui va se retrouver, en fait, à évoluer avec d'autres connaissances qui n'ont rien à voir. Donc, plus l'identité, imaginons une autre personne qui est un peu fatiguée, il écrit une phrase qui ne va pas, ou il oublie une virgule, et tout change. Sauf que l'agent qui est dédié aux collaborateurs, il va donner des réponses qui vont commencer à avoir peut-être des biais vraiment graves. Et après, derrière, les collaborateurs ils vont porter plainte parce que du coup, l'outil, leur intégrité a été touchée. Et c'est même pire pour les entreprises qui mettent des agents d'IA générative sur leur site internet, site public. Donc, du coup, la problématique, c'est vraiment nous, on a différents sujets, mais ce sujet de comment on peut évaluer le modèle, une fois qu'il est dans l'agent, comment en fait, on évalue un agent de manière dynamique pour éviter justement en fait, qu'on ait des biais ou des catastrophes à partir du moment où on l'utilise tous les jours. J'aime bien le côté graduel, c'est-à-dire que j'évalue, alors après l'évaluation vaut ce qu'elle vaut, mais ça donne déjà un référentiel, j'évalue le LLM, après au-dessus j'ai l'application, j'ai le résultat que va donner l'application pour laquelle la LLM a été enrichie avec les données de l'entreprise, et là je fais une deuxième évaluation finalement, et c'est ça que je trouve intéressant. Alors une fois de plus, on est vraiment dans un monde qui bouge, où les choses se mettent en place, mais la simple prise de conscience du besoin d'évaluer et d'avoir des référentiels est extrêmement importante. Alors on est bientôt au bout, d'accord ? On a fait avancer notre sujet autour des LLM. Il reste quand même un point très important, qui est la sécurisation. Moi, ce que je constate, à travers des différents rendez-vous que j'ai avec nos clients, c'est qu'il y a un peu une perte de repères en ce moment. Il y a une perte de repères à plusieurs niveaux. On a tout à l'heure évoqué la notion environnementale, où le même individu de la même entreprise que je rencontre le lundi pour parler du renouvellement des PC tels que on l'a évoqué il y a quelques minutes, et qui va me parler de consommation électrique, qui va me parler de matériaux recyclés au sein du PC, qui est une vraie bonne discussion à avoir, et on n'a pas de souci à avoir cette discussion. Je rencontre ce même individu le mercredi, et il veut démarrer un projet IA, et il veut prendre le modèle le plus large, et il me demande les plus gros serveurs avec les plus grosses cartes GPU, donc qui vont, il faut presque une centrale nucléaire derrière pour faire tourner le truc.
Donc, venant du même individu avec qui j'avais une discussion sur des sujets environnementaux sur le poste client le lundi, c'est quand même surprenant. Donc ça, c'est une première perte de repère. La deuxième perte de repère, elle est sur la sécurité. La sécurité, on peut l'avoir à plusieurs niveaux. On a évoqué tout à l'heure, on a évoqué la propriété intellectuelle des données qui sont utilisées, on a évoqué la fuite des données de l'entreprise. On peut évoquer finalement les données de l'entreprise qui vont venir alimenter ou pas un modèle. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous voyez cette notion de sécurité autour des LLM et du fonctionnement? On voit qu'il y a plusieurs niveaux. Qui veut réagir? Bassem peut-être. Alors, la réponse que je vais vous donner va vous laisser le sentiment que j'ai toujours la même réponse, quelle que soit la question. Mais je pense que globalement, dans le monde du logiciel, c'était vrai et ça l'est encore dans le monde de l'IA. Le fait que ça soit open source facilite le fait d'identifier les problèmes et de les corriger vite. Et quand je dis problème, c'est les problèmes au sens large du terme, mais y compris les problèmes potentiellement de sécurité qui peuvent exister. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont prises en compte en amont, notamment d'analyse avant que ces modèles soient publiés. Mais il y a aussi le fait que quand, malgré l'analyse qui a été faite, le modèle pose toujours problème, le fait d'identifier le problème et de pouvoir le corriger vite. Ça, dans le monde de l'open source, c'est facilité par la force de frappe de la communauté. Ça l'est probablement un peu moins quand on est dans une logique propriétaire. La logique propriétaire, elle va plutôt avoir peur des coûts, des conséquences juridiques et financières, mais elle n'aura pas la force de frappe de la communauté. Là où, dans le monde de l'open source, c'est plutôt la mauvaise image d'un modèle, la mauvaise image d'une communauté jouera, et donc la force de frappe, ça sera le nombre de personnes qui pourront identifier le problème ou le régler. En répondant à cette question, je sais que je ne règle pas tout le problème, mais je dis juste que selon le contexte dans lequel on se trouve, propriétaire ou open source, les modalités d'action ne sont pas les mêmes, et je pense que dans le monde de l'open source, ça va un peu plus vite. Adèle, on a vu tout à l'heure avec la notion d'inférence comment je venais finalement enrichir le LLM de base avec finalement les données, potentiellement des utilisateurs, mais aussi de l'entreprise. Il y a un droit à l'oubli, il y a un moyen d'enlever, d'effacer quelque chose qui serait rentré dans le modèle, sauf à rééduquer le modèle. Non, pour moi, d'un point de vue sécurité ou conserver les données, le plus simple, c'est de les garder dans l'écosystème ou dans le système d'information de l'entreprise, que ce soit en data center, cloud ou sur un simple PC. C'est la meilleure façon de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de données. Et ça va s'appuyer sur, moi je rejoins ce que disait Bassam, des modèles open source et ensuite des optimisations en termes de compression, logiciel, matériel et autres, qui vont permettre de faire tourner ça un peu partout. Le droit à l'oubli des modèles, si on prend l'exemple du RAG, les données ne vont pas être incorporées dans le modèle. Et pour faire simple, Barbara l'avait bien défini, un RAG c'est quoi? Si moi je suis un LLM, RAG c'est moi quand je vais aller sur Wikipédia chercher une information sur un sujet que je ne maîtrise pas. Ils sont assez nombreux d'ailleurs, mais c'est un peu ça un LLM. Et donc le RAG est une technologie vraiment intéressante dans le sens où elle va justement permettre de garder ces données dans une base de données vectorielle, qui ne va pas injecter cette information-là dans le modèle, mais qui va juste permettre au modèle d'aller étendre sa base de connaissances que je ne veux pas partager avec tout le monde, que je veux garder localement sur ma machine ou à la limite dans le système d'information de l'entreprise. Ouais, c'est là où je voulais en venir. Hein. Je voulais en venir finalement à cette notion de RAG versus du fine-tuning, qui est une autre option de venir rajouter les données de l'entreprise. Le fine-tuning, je mets les données dans le LLM et puis quand elles y sont, elles y sont. Alors que le RAG, je rajoute finalement un référentiel additionnel dans lequel je vais pouvoir venir piocher. Le jour où je coupe ou je modifie ou je veux changer de modèle, en fait. Je change ce référentiel additionnel, il n'y a pas de mémoire. Enfin, la LLM n'a pas de mémoire et donc c'est bien là où je voulais en venir. Ça, c'est un point, pardon, mais je rebondis sur qu'elle n'a pas de mémoire. C'est l'un des problèmes qui fait qu'ils hallucinent. On doit être conscient du fait que ces modèles-là n'ont pas de capacité de raisonner, de planifier comme nous les humains. Si on revient sur l'exemple de Marmiton tout à l'heure, de la tarte aux pommes, si tu veux faire une tarte aux pommes, tu vas sur Marmiton ou sinon récupérer une recette de grand-mère, mais derrière, on va raisonner, on va dire « Ah, j'ai besoin de pommes, j'ai besoin de ceci, cela », et puis ensuite, on va commencer à découper, à suivre la recette. Mais un modèle comme LLM, en tout cas,
n'a pas la capacité de prendre un modèle, un problème et de raisonner, c'est-à-dire de découper ce problème en petites tâches successives et ensuite de planifier, j'ai besoin de faire ça, ensuite ça, ensuite ça. Ils n'ont pas cette capacité-là parce qu'ils n'ont pas de mémoire, ils n'ont pas d'état, même d'état comme nous, par exemple, on passe d'un état à un autre, ce qui fait qu'ils hallucinent énormément et on a l'impression que c'est presque vrai ou ce qui est dit a l'air d'être vrai. Donc c'est là où c'est dangereux. Et donc, juste je rebondissais sur ce point-là parce que tu parlais de mémoire des LLM. On voit apparaître, alors l'histoire est un éternel recommencement, on a beaucoup parlé de Shadow IT à l'époque du cloud. On commence à entendre parler de Shadow AI, où eh bien, tel ou tel département, pour reprendre l'exemple que tu évoquais tout à l'heure, Bassem, le marketing, le service client, etc., aujourd'hui, ils sont sollicités parce qu'on fait tous bien notre travail et les acteurs du marché font bien leur travail, sont sollicités et il y a évidemment des tentations de venir au moins dans des phases initiales pour tester, et le problème c'est le passage après à l'échelle, de venir faire tourner des modèles non pas on-prem et sous le contrôle de l'entreprise, mais donc sur des aspects publics. Donc j'attire l'attention de nos auditeurs sur ces aspects-là, à surveiller très étroitement comme le lait sur le feu. Ça me rappelle juste peut-être une anecdote en fait, et toujours pour mon histoire de comparaison entre la préhistoire et l'histoire. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà derrière un ordinateur à la fin des années 90, mais les premières adresses email, Caramel ou Hotmail, avant que les entreprises n'aient leur propre nom de domaine, serveurs de messagerie, etc., c'était un peu la même problématique. C'est-à-dire que les gens se sont vite rendus compte que le mail pouvait permettre de faire les choses vite. Et en fait, les entreprises ont rattrapé en créant leur propre serveur de messagerie, leur propre nom de domaine vers la fin des années 90, de manière à éviter que chacun se serve et fasse sa propre sauce dans son coin. Je pense que dans le monde de l'IA, on sera un peu dans la même logique. De même que quand les technologies et les langages un peu plus évolués sont arrivés dans les années 2000, pareil, le temps que la DSI instaure des standards et les implémente, des choses qui se sont faites, qui ont été testées et qui ont permis justement à ces standards de s'installer en connaissance de cause, après avoir testé quelques petites choses. Moi, de mon point de vue, il est évidemment nécessaire que la sécurisation du système d'information des entreprises persiste, continue, mais il ne faut pas non plus brider toute capacité d'innovation, parce que les solutions dans 2 ans, peut-être que certains sont en train de les faire dans leur coin sur un serveur caché sous le bureau, Shadow IT dans une certaine mesure, et qui permettront justement de trouver les bonnes solutions, les bons modèles, les bonnes méthodes qu'on évoquait tout à l'heure pour les cas d'usage spécifiques d'une entreprise. Donc ouais, sécurisation c'est extrêmement important, mais il ne faut pas trop brider non plus les innovateurs dans une entreprise, sinon les entreprises scieraient la branche sur laquelle elles sont assises. Alors brider, derrière brider, il y a aussi parfois des intérêts, des intérêts on va dire supérieurs. Donc le cadre réglementaire, il est en cours de finalisation. Là encore, on retrouve toujours cette problématique ou cet état de fait qui est quelque chose qui avance beaucoup. Donc on a vu les AI Act, on a vu un certain nombre de recommandations qui ont été posées par un certain nombre de têtes pensantes donc, sur le bureau du président de la République il y a quelques semaines. Comment est-ce que vous voyez ça, cette évolution du cadre réglementaire par rapport à tout ça? Juste pour prendre un exemple, tout à l'heure, Adèle évoquait le véhicule autonome potentiellement géré par une IA générative, donc avec le risque d'hallucination qu'on connaît, avec l'imprécision qu'on connaît. Bon, si demain cette voiture sort, alors est-ce que vous montez dedans? Est-ce qu'on doit légiférer sur le sujet? Alors, j'ai plein d'exemples. Il y a ça, il y a l'assistance du chirurgien, je coupe pas. Voilà. Est-ce qu'on doit cadrer ça avec un cadre réglementaire ou est-ce qu'on fait confiance à l'humain? C'est une question complexe parce que, surtout, ce qu'on dit aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on le dira dans 2 ans parce qu'on ne sait pas quelle règle appliquer. Néanmoins, si on rapporte ça au monde du logiciel, au monde du développement informatique ou au monde de l'IA, il y a toujours des règles qu'on applique, en fait. Quand vous avez des règles de grammaire pour écrire en français, vous avez la même chose pour écrire en Python. On évoquait tout à l'heure avant l'émission
Ce qui peut être comparable entre les langages de développement et les langues humaines, quelles qu'elles soient. Ce qui est probablement commun à toutes ces langues, c'est qu'en fait, si elles existent encore, c'est qu'elles ont des règles, et qu'elles ont des règles qui parfois peuvent être ajustées. Donc, sans vouloir faire une pirouette et retomber sur mes pattes pour répondre à ta question, je dirais que oui, il faut certainement des règles, mais il faut que ces règles puissent aussi s'ajuster au fur et à mesure qu'on avance, justement parce qu'on est au tout début de l'histoire et que la poussière n'est pas retombée encore. Qui est une certaine souplesse. Bassem, dernier sujet sur les aspects de sécurité. On a vu l'engouement autour de Hugging Face. On a rappelé l'intérêt. L'intérêt, c'est aussi d'accélérer, c'est-à-dire de faire en sorte que des utilisateurs potentiels ou des entreprises qui n'ont pas la connaissance ou les possibilités de venir développer leur propre modèle viennent chercher donc, des modèles déjà développés. Et évidemment, puisqu'on est sur le chapitre sécurité, on connaît le revers de la médaille. Il y a des âmes mal intentionnées qui ont posé un certain nombre de modèles qui contiennent des passerelles, des backdoors ou autres. Comment est-ce que vous agissez ou réagissez chez Hugging Face pour éviter au maximum que ce genre de mésaventure arrive? Là aussi, il y a quelques règles qui s'appliquent, à la fois en amont, avant que les modèles soient mis à disposition, mais aussi en aval, de manière à ce que la communauté puisse remonter un certain nombre d'informations, que ce soit parce que nous l'incitons à le faire ou simplement parce qu'elle le fait d'elle-même. Dans le monde de l'open source, il y a toujours eu des entreprises ou des personnes dont le métier est justement d'identifier les éventuelles failles et qu'ils puissent être justement rémunérés parce qu'ils ont identifié un certain nombre de failles. Vous avez cette catégorie-là, et puis vous avez aussi la catégorie des utilisateurs membres de la communauté, tout simplement, qui informent, qui sortent le drapeau orange ou le drapeau rouge quand il y a besoin d'alerter sur un sujet donné. Donc on n'invente rien de spécial, on ajuste juste ce qui pouvait se faire dans le monde de l'open source software à cette nouvelle façon de procéder et créer des technologies au travers de l'open source machine learning. On pourrait presque dire que c'est finalement une bonne nouvelle et que c'est très sain qu'un certain nombre de risques aient déjà été identifiés et corrigés. Ça montre que finalement, il n'y a pas une confiance aveugle et que le modèle, il est justement validé. Ce qui est certain, c'est que la meilleure façon de ne pas prendre de risques, c'est de ne rien faire. Or, comme on est au tout début de l'histoire de l'IA, nécessairement, si on veut participer à cette histoire, on est bien obligé de faire des choses. On est même content de faire des choses innovantes et qui parfois peuvent nécessiter, un peu comme les garde-fous qu'on évoquait tout à l'heure, de pouvoir ajuster, dépublier des modèles éventuellement, dépublier des versions de modèles, la plupart du temps c'est plutôt comme ça. Et donc le plus important vraiment pour moi, c'est l'effort de cet ensemble de personnes qui travaillent dans cette communauté de l'IA open source, qui travaillent ensemble pour identifier les problèmes. C'est toujours pareil, si on est deux à voir un problème arriver, on a plus de chances d'abord de le voir et ensuite d'éviter qu'il arrive. Merci à vous. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. On a bien et longuement parlé des LLM. On a vu comment on a reposé la définition, on a vu comment les éduquer, on a vu comment les choisir, on a vu comment les alimenter, où les faire tourner, comment les sécuriser. J'espère qu'on a été suffisamment exhaustif pour nos auditeurs. En tout cas, j'ai trouvé cette discussion fort agréable. Merci encore à vous. Et puis, je donne rendez-vous à nos auditeurs très prochainement pour les prochains épisodes de Génération IA. Merci à vous, à très bientôt.